Bienvenue à tous à ce webinaire sur les avantages complémentaires, un levier important dans votre offre de rémunération globale. Donc, il y a certaines personnes parmi les participants que je pense connaître, là, certains de nos clients, entre autres. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Daphné, je suis consultante en ressources humaines chez VIA Conseil et aujourd'hui, je serai accompagnée de mes deux collègues que je vais laisser présenter. Oui, alors bonjour, je m'appelle Catherine Chartier, je suis consultante également en ressources humaines. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accompagner Daphné là, dans la présentation du webinaire. Et on va avoir la chance d'avoir notre spécialiste technologie avec nous. Bonjour, moi c'est Marie-Jale Beaupré, donc je vais surtout répondre aux questions, là, prendre en charge les questions qui rentrent dans le chat pour pouvoir aviser la Catherine et Daphné qu'il y a des questions. Puis c'est ça, bon webinaire. Là, je pense que j'ai départagé mon écran. Oui, on voit plus ton PowerPoint. Repartager à nouveau. Ce ne sera pas long. Excellent. Donc, je vais partir le mode diaporama et je vais laisser ma collègue Marie-Joëlle prendre les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas là, tout au long de la présentation à commenter là, certains éléments qu'on va vous présenter dans le chat. Marie-Joëlle va pouvoir lire à voix haute les questions. Elle va pouvoir aussi répondre là, au fur et à mesure s'il y a des questions qu'elle est en mesure de répondre. Si jamais il y a des questions qui sont un peu plus personnelles ou qui sont adaptées à votre réalité et que vous ne souhaitez pas partager au grand public, je vous invite là, à nous écrire personnellement. Là, il y a l'option dans le chat pour nous écrire personnellement. Donc, le contenu du webinaire d'aujourd'hui, on va commencer par vous faire une petite mise en contexte de la situation actuelle. Par la suite, on va vous présenter les faits saillants de notre sondage 2022 sur les avantages complémentaires. Je tiens à préciser que c'est notre 5e édition de ce sondage-là. Donc, on est très fiers aujourd'hui de vous présenter ces beaux résultats-là. On va compléter par les bonnes pratiques à adopter en termes d'avantages complémentaires et il y aura une période de questions à la toute fin, mais comme je l'ai mentionné, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, au niveau de la mise en contexte, dans le fond, avant de commencer là, dans le bain pour vous présenter les avantages complémentaires, juste à titre de rappel, on vous présente ici les composantes de la rémunération globale. Donc, la rémunération globale qui comprend autant des composantes tangibles que des composantes intangibles. Ah, le chat est Bon, je vais laisser Marie-Joëlle régler le petit problème technique du chat. Dans le fond, au niveau des composantes tangibles de la rémunération, on a d'une part la rémunération directe qui inclut la rémunération fixe, soit le salaire de base, les primes, toute la rémunération en lien avec le temps supplémentaire. On a également la rémunération variable qui comprend les primes selon la performance individuelle de groupe ou des primes par rapport des primes collectives, là, des bonus collectifs au niveau de l'organisation par rapport au profit de l'organisation, par exemple, les programmes de commission et les programmes d'actionnariat. Au niveau de la rémunération indirecte, on a tous les avantages sociaux, notamment régime de retraite, assurance collective, congés annuels, congés fériés, congés mobiles et tout autre avantage complémentaire. Sinon, ça, c'était tout le volet des composantes tangibles. On a aussi ce qu'on appelle les composantes intangibles, donc toute la rémunération qui est non monétaire. Donc, on parle ici là, du climat de travail, de la culture organisationnelle, la conciliation travail-vie personnelle, ce qui a trait avec les possibilités de développement professionnel, les défis, les progressions de carrière. On a aussi la possibilité de développement et d'apprentissage, ainsi que les caractéristiques qui sont propres à la tâche, notamment la variété, l'autonomie et tout ça. On a Marie-Joëlle, une petite question. Je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'ils reçoivent une copie du PowerPoint après le webinaire? Oui, tout à fait. Il y a une copie en format PDF là, qui va vous être transmise par courriel aux personnes participantes là, du webinaire d'aujourd'hui. Excellent.
Là, je vais juste... OK, parfait. Excusez. Donc, autre élément de la mise en contexte, on veut vous mentionner aussi l'importance de faire la gestion de la rémunération globale à l'interne. Donc, il y a autant des avantages pour les organisations que pour les employés. Donc, d'une part, pour les organisations, quand on fait une bonne gestion de la rémunération globale, ça favorise d'une certaine façon l'attraction, la rétention, la motivation ainsi que l'engagement des employés. Ça peut aussi avoir un impact positif sur la contribution des employés. Ça facilite également le changement, le développement et le développement organisationnel. Le respect des lois en vigueur ainsi que la promotion d'un climat propice à l'intégrité ainsi qu'à l'éthique professionnelle. Au niveau des employés, c'est sûr qu'en faisant la gestion de la rémunération globale, on améliore les attitudes au travail, donc tout ce qui est après la mobilisation, la satisfaction, l'engagement envers l'organisation. Sinon, on peut aussi ça améliore aussi les perceptions d'équité et de justice organisationnelle. Ça favorise leur attraction, la rétention, ainsi que ça favorise l'adoption de bons comportements en milieu de travail. Sinon, on a réalisé à travers le temps qu'il y avait quand même une corrélation qui était positive entre les avantages offerts ainsi que le niveau d'engagement des employés. Donc, la rémunération globale là, permet là, un meilleur engagement des employés, une meilleure rétention à l'interne. Notamment dans le but d'offrir des avantages complémentaires qui sont personnalisés, de proposer des avantages qui sont alignés avec la culture organisationnelle. Quand on se questionne sur les avantages que l'on offre, la façon aussi qu'on communique les avantages à l'ensemble de nos employés, c'est super important. La clarté, le niveau de transparence qu'on a aussi à travers les avantages qui sont offerts dans l'organisation, ça va d'une certaine façon là, retenir nos employés à l'interne. Aussi, quand on s'assure que les avantages qu'on a aient un impact positif sur les employés et de s'assurer que les objectifs de l'employeur restent en adéquation avec les moyens qui sont disponibles. Donc, c'était une petite mise en contexte avant qu'on aborde vraiment là, les résultats de notre plus récent sondage. Donc, je vais laisser la parole à Catherine qui va vous présenter les faits saillants de notre sondage 2022, notre 5e édition. Donc, pour débuter, on va regarder un petit peu la composition des répondants là, du sondage ainsi que les faits saillants. Donc, si on regarde au niveau de la composition des répondants, on a à gauche, en fait, le nombre d'employés dans les organisations qui ont répondu au sondage. Donc, on a quand même 52% des entreprises qui ont répondu qui sont des entreprises ayant moins de 25% d'employés. Et à droite, vous voyez les chiffres d'affaires des organisations qui ont répondu pour nous donner une meilleure idée. Pour poursuivre dans la composition des répondants, on a ici, en fait, à gauche, dans quelle catégorie se retrouve votre organisation. Donc, on a, comme vous pouvez voir, on a 51% des répondants qui étaient des organismes à but non lucratif, 43% qui étaient des PME, donc petites moyennes organisations, et 7% qui faisaient partie du public et parapublic. Au niveau de la portion des organisations qui sont syndiquées, on a 90% des répondants qui sont non syndiqués. Donc, pour débuter nos faits saillants de notre sondage, on peut voir en fait dans les résultats que plus du tiers des organisations ils permettent aux employés de profiter de 3 jours et plus de télétravail par semaine, ce qui est une tendance vraiment à la hausse depuis la COVID, évidemment. On a plus de 75% des organisations qui ont l'intention ou qui considèrent bonifier la rémunération globale ou les avantages qui sont offerts aux employés en 2023. Et près du quart des répondants prévoient un budget annuel d'au moins 500 $ par employé pour les événements et activités sociales. Autre fait saillant par rapport à notre enquête, c'est qu'en 2022, près de 2 employeurs sur 10 ont assoupli les exigences
à l'embauche de leur poste pour favoriser l'attraction et la rétention des employés également là, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de recrutement. La majorité des organisations ont mis en place des horaires flexibles ou ont réduit leurs horaires afin de favoriser vraiment la flexibilité pour les employés. On a moins du tiers des organisations qui ont une politique de diversité et d'inclusion dans nos répondants. Et la fin au niveau des faits saillants, c'est qu'on a remarqué que la majorité des organisations ont prévu un ajustement salarial entre 3 et 4 et que cette donnée ne varie pas beaucoup en fonction du secteur ou du budget d'opération. Et parmi les enjeux et défis RH qui ont été identifiés, l'attraction continue d'être l'enjeu le plus important, mais on se rend compte qu'il y a également le transfert de connaissances et la préparation à la relève qui a augmenté de 13 par rapport à 2021. Je vais vous demander de répondre, en fait, dans le chat si par rapport à ces faits saillants, il y a des choses qui vous surprennent. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas ou autre chose que vous auriez pensé voir. Je vais laisser Marie-Joëlle nous dire si jamais on a des gens qui répondent par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a personne. On va continuer dans notre présentation. On a une petite réponse. Donc, le faible taux d'augmentation de 3-4 considérant que l'IPC était autour de 6-7 à la fin de 2022. Mm-hmm. Le 3-4 aussi, je me serais attendue à plus. Mm-hmm. La volonté des employeurs à investir dans la rémunération globale, c'est une bonne chose. La baisse des exigences du poste, cela reflète bien notre réalité. Faible taux pour la politique diversité et inclusion. Ouais. Ben, c'est sûr qu'au niveau du pourcentage d'augmentation salariale, c'est sûr que l'IPC, c'est un critère à prendre en considération quand on détermine notre enveloppe globale d'ajustement. Donc, c'est pas parce que l'IPC est autour de 6-7 que les organisations vont augmenter, vont indexer, dans le fond, leur structure salariale de 6-7 Donc, c'est vraiment un critère à prendre en considération. Par la suite, il y a plein d'autres critères qu'il faut prendre en considération, notamment les taux d'augmentation qui sont prévus par les organisations de notre marché de référence, le budget qui est disponible, notre capacité financière aussi. C'est pour ça qu'on ne voit pas nécessairement un taux qui tourne autour de 6-7 Sinon, pour répondre aux autres personnes dans le chat, c'est sûr, le faible taux pour la politique diversité-inclusion, moi aussi, j'étais un peu surprise de voir ce taux-là. Cela dit, je pense que dans la prochaine année, surtout, là, on va probablement en entendre davantage parler. Tout le volet équité, diversité, inclusion, c'est quand même une dimension là, qui est de plus en plus importante dans les organisations. Donc, certainement que le taux risque d'augmenter par la suite. Et après ça, il y a une question dans le télétravail, c'est beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit, Marie-Joëlle? J'avais une question aussi qui était apparue, pas dans le chat, mais dans les questions à côté. Est-ce que vous mesurez quelle aura été la réelle augmentation? On dit que l'intention est d'augmenter les salaires de 3-4 Est-ce que vous mesurez quelle aura été la réelle augmentation? Non, parce qu'au moment qu'on a posé la question, là, probablement que les organisations ne savaient pas nécessairement c'était quoi là, la réelle augmentation. Donc, c'est plus autour là, de l'intention des organisations par rapport à ça. Donc, sinon, on a une autre question indexée en bas de l'IPC, c'est demander aux employés de travailler avec un pouvoir d'achat qui est moins idéal pour la rétention. C'est sûr, là, il y a des avantages, il y a des inconvénients à ça. Par contre, il faut voir aussi que parfois, les organisations vont indexer les structures salariales de façon plus élevée que l'IPC en vigueur. Là. Le contexte actuel fait en sorte que l'IPC est vraiment élevé, mais auparavant, c'est souvent arrivé qu'il y avait des organisations qui indexaient les structures de façon un petit peu plus élevée que l'IPC. Donc, au fil des années, ça se rebalance aussi. Puis, il y a
plein d'autres dimensions là, qu'on n'embarquera pas nécessairement là-dedans aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de passer à travers toute la matière, mais il y a tout un aspect de philosophie de rémunération en arrière de ça aussi, tout l'aspect des ajustements salariaux individuels et tout ça. Donc, il y a le PC d'une part, mais il y a plein d'autres dimensions qui viennent, qui sont rattachées là, au salaire par la suite. Donc, je vais... On va continuer avec ce qui est les congés rémunérés. Oui. Donc, pour faire ça dans notre sondage, dans notre enquête, on va tomber maintenant dans les congés rémunérés. Donc, on a posé des questions par rapport au nombre de journées de maladie, aux vacances, aux congés rémunérés, et on aimerait savoir de votre côté, combien de journées de maladie ou de journées personnelles offrez-vous annuellement à vos employés? Si, disons, on les combine ensemble, ou vous pouvez l'écrire séparé, maladie et personnel, à quoi ressemble ce que vous offrez présentement dans votre organisation? On a plusieurs réponses qui rentrent. Il y en a beaucoup. 5 jours, il revient beaucoup. 15, 2, 5, 7, 12 jours, 2, 4, 5, 7. Donc, ça tourne autour de 5 et 10, 12 à peu près. Oui, 3 maladies de personnel, 9. Parfait. Dans le fond, on a regardé un petit peu, là, premièrement, pour ce qui est des journées de maladie, c'est sûr que selon les normes du travail, là, présentement, c'est 2 journées de maladie qu'on doit permettre aux employés. Donc, est-ce que l'organisation offre des journées de maladie supplémentaires rémunérées? On a 75% des répondants qui disaient oui. Et puis, donc, 75% des répondants qui vont bonifier les congés qui sont exigés par la loi sur les normes du travail. Et si on regarde à droite, on voit vraiment le nombre de journées qui sont offertes, en plus de celles des 2 journées des normes. Donc, on a quand même une tendance entre 1 et 6% là, qui vont être la plus grande. On a 28% pour entre 1 et 3 journées supplémentaires et on a 31% entre 4 et 6 journées supplémentaires. Et puis, bon, environ 25% qui sont telles que les normes. On a il y a quelqu'un qui a répondu aussi avec la conciliation travail-famille, journée de bien-être. C'est bien de les diviser ici. Et j'attirerai quand même votre attention qu'on a quand même 10% qui sont dans le 10 et plus. Donc, ensuite de ça, quand on continue dans les journées de maladie ou personnelles, combien de journées de mobile ou... Oh. On va revenir en... OK. Désolée. Combien de journées mobiles ou personnelles sont offertes en plus des journées de maladie? Là, c'est si vraiment on venait scinder les deux et on a quand même 80% des organisations qui avaient écrit aucune. Ensuite, on a posé en fait comme question à nos répondants, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces journées-là, ces journées de maladie, mobiles ou personnelles? Est-ce qu'on peut les fractionner en heures? Est-ce qu'elles sont monnayables ou remboursables? Est-ce qu'elles sont reportables à l'année suivante? Donc, il y a quand même une tendance pour qu'est-ce qui est de monnayable, remboursable et reportable à l'année suivante, qu'on voit que la majorité des organisations n'ont pas cette pratique-là en place. Par contre, on a quand même une grosse portion, le 85%, qui vont permettre le fractionnement des heures pour les journées de maladie ou les journées mobiles. Ensuite de ça, pour les congés fériés. Donc, on a demandé aux organisations s'ils offraient plus de congés prévus qu'aux normes du travail, qui est présentement 8 jours. Donc, on a quand même 35% des organisations qui sont avec aucune journée supplémentaire. Et on a à droite les raisons pour lesquelles les employés peuvent se prévaloir de ces journées-là. Donc, est-ce que c'est des congés payés, par exemple, pour le temps des fêtes? Est-ce que c'est utilisable pour des journées fériées ou des congés fériés pour la saison estivale? Et puis ici, les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse. Donc, la majorité du temps, on voit qu'il y a quand même 63% des répondants qui disaient que les congés payés pouvaient être utilisés pour le temps des fêtes. Donc, ce qui nous amène à la question par la suite qu'on va parler des vacances. Et puis, dans les dernières années, là, les 2 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de changements sur le milieu du travail. Est-ce que vous avez modifié votre politique de vacances dans les 2 dernières années? On a dit oui, non.
C'est un peu Je serais entre les deux. Ouais. Puis je serais intéressée, en fait, à savoir si les gens y ont écrit oui, qu'est-ce qu'ils ont modifié? Ils ont augmenté les gens d'une semaine de vacances de plus ou quelles modifications ils ont apporté? Ça pourrait être intéressant. Il y a quelqu'un qui dit Augmenter. augmenter. Ouais. Tous et toutes bénéficient de pleines vacances dès la première année. Super. Horaire plus flexible. Oui, offert une semaine supplémentaire pendant le temps des fêtes, pardon. Minimum Intéressant. 3 semaines pour tous avec structure pour augmentation des vacances selon l'ancienneté. Parfait, c'est intéressant. On peut regarder les résultats qu'on a obtenus en ce sens-là. Puis en fait, ce qu'on comprend aussi, c'est que depuis le mois de janvier 2022, on a quand même 15 des organisations qui ont modifié leur politique de vacances. Donc, on a demandé justement à l'embauche, est-ce que votre organisation reconnaît l'expérience antérieure pour fixer le nombre de semaines de vacances? Donc, on a quand même 57 des organisations qui ont répondu non, 25 oui pour tous les postes et 18 qui vont le faire seulement pour certains postes. Ensuite, lorsqu'un employé entre en poste, peut-il bénéficier de vacances rémunérées dès sa première année? Donc, on a toutes sortes de réponses ici. Donc, ça peut être oui pour certains postes, oui pour tous de façon anticipée, au prorata des mois travaillés durant la première année ou selon ce qui est négocié à l'embauche. On voit que la grande tendance, c'est vraiment d'offrir des vacances rémunérées dès la première année au prorata des mois travaillés durant la première année. Mais on a quand même des gens dans le chat qui l'ont mentionné qu'eux ont mis ça en place là, de donner des vacances rémunérées dès la première année d'embauche. Ici, on a les tendances, en fait, pour les semaines de vacances qui sont offertes selon l'ancienneté. Donc, on a en haut à gauche moins d'1 an d'ancienneté, ensuite entre 1 et 2 années d'ancienneté, 3 et 4, 5 années. Donc, moins d'1 année d'ancienneté, ben, c'est vraiment, il va à un jour par mois complet de service continu. On monte après ça dans une tendance d'être un petit peu plus 2 semaines de vacances. Si on regarde en 3 et 4 années d'ancienneté, on est plus autour du 3 semaines. Puis là, c'est drôle parce que quand on s'en va dans la 5e année d'ancienneté, on retourne plus vers 2 semaines. Donc, je ne sais pas au niveau des répondants comment les réponses ont été enregistrées. Sinon, on va plus loin après ça dans les semaines de vacances pour encore plus d'ancienneté. Donc, la tendance va vraiment à la hausse pour ce qui est entre 6 et 9 ans, 10 et 14, 15 et 19 et plus de 20 ans d'ancienneté. Donc, qu'on a même du 30 là, à plus de 5 semaines par année, ce qui est des vacances. Ensuite de ça, ben, au niveau des autres avantages ou conditions sur le marché, il y a plein de choses qu'on peut retrouver. On vous a fait une petite liste ici de tendances qu'on voit de plus en plus émerger. Notre recommandation par rapport à ça serait quand même de rester à l'écoute de vos employés. Laissez-vous inspirer par eux. Demandez qu'est-ce que eux, ils voudraient avoir, de faire preuve de flexibilité aussi dans ce que vous offrez peut être intéressant. Une personne en début de carrière n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'une personne en fin de carrière ou tout dépendant où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs étapes de vie. Mais dans les autres avantages ou conditions qu'on voit présentement, bien, c'est sûr, on voit beaucoup de flexibilité au niveau des horaires de travail. C'est un point super important. On va voir de plus en plus des semaines de 4 jours qui vont être rémunérées au plein salaire, donc à 5 jours. On va voir des programmes d'aide financière pour des projets personnels, que ce soit pour des allocations ou le paiement pour des retours aux études, des congés parentaux qui sont prolongés ou qui sont bonifiés sur qu'est-ce que la RAMQ va donner. Pas la RAMQ, par contre, mais le RQAP pour l'assurance québécoise de régime d'assurance parentale. On va avoir des remboursements de frais liés à la procréation assistée également qu'on va commencer à voir. Des budgets annuels de formation, de mentorat et de coaching. Je vous dirais que c'est un point qui est quand même bien important pour le développement des compétences personnelles. Ça va être des choses qui vont être très recherchées aussi. Remboursement du transport actif. On a des privilèges de style de vie aussi qu'on va voir, par exemple, des collations payées au travail, des repas gratuits au travail. Il y a même des compagnies qui vont faire livrer des boîtes de repas à la maison pour leurs employés qui sont en télétravail, des rabais voyages, des possibilités d'aide ménagère à domicile également. Donc,
Il y a la possibilité d'être très créatif là, sur qu'est-ce qu'on peut offrir à nos employés. Bien évidemment, on va voir aussi des abonnements pour les activités physiques, les possibilités d'offrir des cours en entreprise, des cours de yoga, des cours de mise en forme, toutes sortes de choses. Et également le congé payé lors de la journée de son anniversaire, qui peut être des fois un petit avantage à mettre en place, mais qui peut être grandement apprécié. Merci, Catherine. Je vais poursuivre avec le volet un peu plus axé sur la rémunération. Donc, la rémunération en termes de structure salariale et tout ça. Puis, on va voir aussi à la fin les faits saillants de notre sondage par rapport aux assurances collectives, régime de retraite et tout ça. Donc, première question pour vous. Est-ce que vous avez une structure salariale en place? Oui. Oui. Nouvellement, non. Plusieurs oui. En voie de, c'est en cours de réalisation. Donc, on a soit beaucoup de oui, quelques-uns qui sont en train de se faire développer, quelques non. Excellent. Donc, on a posé à nos répondants quel type de structure avez-vous en place en ce moment. Donc, on avait 31% des répondants qui avaient une structure à échelon. On avait 33% des répondants qui avaient une structure à bande salariale. Et sinon, on avait 31% des répondants qui avaient une structure à bande salariale et une structure à échelon. Souvent, on va voir ça quand on a des diversité là, au niveau des postes de notre organisation. Donc, pour certains postes, on va avoir une structure plus à échelon, puis pour d'autres postes, une structure plus à bande salariale. Sinon, on avait là, un 4% des répondants qui, eux, offraient plutôt là, c'était des taux fixés là, selon les postes. Mais d'ordre général, là, la majorité des répondants avaient une structure salariale en place. Puis là, je viens de voir une question, qu'est-ce que bande salariale? Dans le fond, pour vous expliquer là, très rapidement, on a dans la majeure partie, la majorité des organisations vont offrir là, généralement 2 types de structures salariales. Un type qui est à échelon, donc avec qui part à l'échelon 1 puis qui peut s'échelonner là, sur 10, 12, 15 échelons. Puis généralement, les augmentations salariales vont se faire annuellement à l'anniversaire d'embauche ou à la fin de l'année financière, puis on va bouger là, la personne d'un échelon. La bande salariale, c'est une structure qui est un petit peu plus flexible, donc on va retrouver un minimum, un point médian, puis un maximum. Puis dans le fond, on va venir positionner nos employés dans la structure salariale en fonction du minimum maximum. Donc, il n'y a pas d'échelon précis fixe, là, c'est vraiment une braquette salariale où est-ce qu'on vient positionner nos employés. Donc, ça donne une certaine forme de flexibilité à l'organisation pour l'attribution des salaires. Sinon, on avait posé la question à nos répondants s'ils avaient mis à jour leur structure salariale dans les 3 dernières années, parce qu'on le sait, le marché a évolué énormément là, dans les dernières années et 81% des répondants ont mentionné avoir révisé leur structure salariale. Donc, c'est quand même une tendance là, qui est majeure. Là, donc, voilà. Et on pose quelqu'un qui a écrit, on positionne selon la zone de maîtrise maturité dans le poste, pourcentage de ratio comparatif sur l'échelle d'une classe. Tout à fait, c'est bien de cette façon-là qu'on vient positionner nos gens dans la structure salariale à bande flexible. Sinon, on avait posé la question à nos répondants par rapport au type de stratégie de rémunération qu'ils avaient mis en place pour favoriser l'attraction et la rétention des talents. Puis ici, on a là, une panoplie de stratégies qui ont été mentionnées. Il y a 47% des gens qui ont mentionné ne pas avoir adopté de stratégie particulière. Ceci dit, il y a 23% des répondants qui ont mentionné avoir, avoir décidé de positionner leur structure salariale de façon plus élevée. Enfin, non, le 23%, c'est de positionner les employés de façon plus élevée dans l'échelle salariale. Après ça, on a 19% des répondants qui, eux, ont décidé d'avoir un positionnement au marché qui était plus élevé que la médiane du marché, par exemple.
Sinon, on avait 17% des répondants qui ont mentionné l'assouplissement des exigences à l'embauche, 13% une approche mixte, 10% un boni à l'embauche ou lorsque la compétence est démontrée, 5% des répondants un boni périodique tant que la compétence est démontrée. Et sinon, on avait 5% un positionnement de l'employé dans une classe qui est plus élevée. Et seulement 2% des répondants ont mentionné offrir une prime d'expertise ajoutée au salaire de base. Donc, ce sont des idées de stratégie de rémunération que vous pourriez mettre en place pour bonifier d'une certaine façon votre structure salariale, puis inciter les employés à rester au sein de l'organisation et à favoriser d'une certaine façon l'attraction des talents. Sinon, on leur a demandé quel est le pourcentage d'ajustement salarial moyen prévu pour 2022. Donc, comme on l'avait mentionné au début, 43% des répondants ont mentionné de 3 à 4%. 21% ont mentionné de 1,5 à 2,5%. Sinon, 21% des répondants de 4,5 à 5,5%. Et 7% de 6 à 7% et 5% des répondants ont mentionné 9% et plus. Donc, évidemment, ce sont c'était des prévisions et il faut toujours prendre en considération le contexte organisationnel, notre situation financière, le budget qui est disponible et tout ça. Donc, c'est sûr que ça peut varier d'une organisation à une autre selon le contexte de chacun. Puis là, on voulait vous poser la question à savoir, vous, de votre côté, je ne sais pas si vous souhaitez nous le partager, le pourcentage d'ajustement salarial qui était prévu dans votre organisation. Vous n'êtes pas obligé de nous le mentionner, mais si vous souhaitez nous le partager, on pourra regarder si les tendances sont alignées avec les prévisions qu'on avait. Donc, on a ici 4,4 4,5 entre 5,5 et 6,6, 6,68 7%. 5%, 4%, vu qu'on a ajusté de 10% l'année dernière. Mais oui, ça fait quand même un bon ajustement entre 3 et 5%. Bon, bien, ça reflète quand même les tendances qu'on vous a présentées. 2,5 plus 3,5. Bon, étant malheureusement dépendant d'un soutien financier, nos budgets sont très limités pour les augmentations. C'est sûr que quand on est contraint à du soutien financier comme ça peut être plus difficile parfois. Donc, 4,25 pour plusieurs, un peu plus selon certains postes. Très bien. Non, mais c'est excellent. Sinon, on souhaitait vous partager quelques informations par rapport aux autres avantages sociaux. On va commencer par les assurances collectives, régime de retraite, puis on va poursuivre par d'autres avantages sociaux pour lesquels on avait des informations. Je veux juste spécifier ici que nous, on n'est pas des experts en termes d'assurance collective et de régime de retraite. Ça prend une formation, une certification quelconque pour pouvoir bien conseiller les gens en ce sens-là. Fait que c'est sûr que si vous nous posez des questions un peu plus spécifiques par rapport à ça, on ne sera peut-être pas en mesure d'y répondre, mais on avait quand même posé quelques questions lors de notre sondage, juste pour avoir une vue d'ensemble des grandes tendances qui se passaient sur le marché. Donc, au niveau des assurances collectives, on a posé la question à savoir si les organisations offrait un régime d'assurance collective. Donc, 86% des gens en offrent. Donc, c'est quand même significatif. La majorité des employés des organisations vont offrir un régime d'assurance collective. Sinon, au niveau du régime... Si je peux me permettre, Daphné, je dirais juste en fait qu'avec le rapport, si vous adhérez pour avoir le rapport complet, vous allez avoir une panoplie d'informations sur qu'est-ce qui est offert comme type de régime dans les organisations. Ah oui, merci. Sinon, au niveau du régime de retraite, les grandes tendances, il y a quand même 78% des organisations répondantes au sondage qui offrent un régime de retraite. Donc, c'est sûr, ce régime de retraite-là peut être
un régime avec contribution de l'employeur, un REER collectif, ça peut être un RVER sans contribution ou avec contribution, ça peut être un régime à prestations déterminées, à prestations fixes, tout ça, là, il y a plein de sortes, là, il y a une variété là, de régimes de retraite qui existent sur le marché. Donc, il y a quand même 78% des organisations qui en offrent. Et on avait posé la question à savoir si l'employeur contribuait au régime de retraite des employés et 78% des répondants au sondage là, offraient une contribution au régime de retraite des employés. Encore une fois, là, comme pour le volet assurance collective, dans le rapport plus détaillé du sondage, vous aurez là, la composition des types de régimes qui sont offerts par les organisations des répondantes, mais aussi le montant de la contribution là, que l'employeur va octroyer là, au régime de retraite des employés. De mémoire, là, ça tourne autour, là, la médiane là, tourne autour de 2 à 3 là, de contribution, mais vous pourrez là, voir le tout dans le rapport détaillé. Sinon, au niveau du développement, on a une question ici. Avez-vous fait un croisement des réponses entre les niveaux de revenus et ceux qui offrent des régimes de retraite? On peut le faire dans le sens où on a dans le fond, nous, le rapport détaillé, c'est un rapport qui est générique, donc avec l'ensemble de la composition des répondants. Par contre, c'est possible pour nous de faire des rapports qui sont plus spécifiques par rapport à certains types d'organismes. Donc, si jamais c'est un souhait pour vous, là, on peut aussi là, produire ce type de rapport-là moyennant certains frais. Mais pour le rapport détaillé, là, on n'a pas indiqué là, la donnée. Ceci dit, on en prend note pour nos futurs rapports. Ça pourrait effectivement être intéressant. Sinon, en termes de développement professionnel, je tiens à préciser ici que le développement professionnel est devenu un avantage là, très, très prisé là, de la part des employés dans les dernières années. Du moins, là, il y a eu beaucoup de littérature par rapport à ça, beaucoup de données de marché aussi que avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et tout ça, le développement professionnel est devenu un avantage là, très, très important pour l'ensemble des employés. Donc, on avait posé des questions en ce sens-là. Est-ce que certains employés bénéficient d'un budget de formation? 63% des répondants ont mentionné oui. Sinon, 18% ont mentionné ne pas offrir là, de budget de formation et 14% oui pour certaines catégories d'emplois. Ici, on avait une autre question. Budget annuel de formation, est-ce qu'on sait à quel pourcentage ça correspond par rapport à la masse salariale? Exemple, 1%. Non, on ne l'a pas. Bon, on pourrait encore une fois là, le détailler encore plus. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter plus une vue d'ensemble des faits saillants et tout ça. Donc, ce serait possiblement possible pour nous là, d'obtenir la donnée. Faudrait voir là, avec nos données. Sinon, par rapport au budget annuel de formation par employé, on avait 14% qui offraient moins de 200 $ par employé, 21% entre 200 et 399, 26% entre 400 et 599 et entre 600 et 999, on avait 8%. Et sinon, le 12%, c'est le 1000 et plus. Sinon, j'avais une autre question. Est-ce que c'est un budget pour couvrir des frais de formation? Cela comprend également le fait de payer des heures de formation. Non, on parle vraiment ici, on parle d'un budget de formation pour l'achat de formation là, et non pas pour les heures rémunérées quand on assiste à ces formations-là. Là, c'est vraiment, on octroie un budget X à nos employés, puis les personnes peuvent après ça là, aller s'acheter, dans le fond, des formations en lien avec l'emploi.
Sinon, on avait posé aussi quelques questions, une question en lien avec les activités sociales. Donc, quel est le budget annuel moyen par employé pour les événements ou les activités sociales? Donc, 23% des répondants entre 0 et 100 par employé. Sinon, 25% des répondants offrent entre 100 et 200 21% des répondants entre 200 et 500 et 12% des répondants entre 500 et 1000 et il y a seulement 10% des organisations qui vont offrir plus que 2000 mais bon, évidemment, là, tout ça est en relation avec la capacité financière de l'organisation, la taille, le nombre d'employés aussi. Je ne pense pas que c'est une grande majorité là, des organisations qui vont offrir là, plus de 2000 en budget pour des activités sociales. Donc, à la lumière de tout ça, on vous propose certaines bonnes pratiques à adopter pour la mise en place de vos avantages sociaux, de votre rémunération globale également. Donc, première bonne pratique à adopter, évidemment, comme Catherine l'a mentionné tout à l'heure, c'est important d'écouter, de comprendre puis de s'adapter selon les besoins de nos employés. Évidemment, là, on retrouve de plus en plus différentes générations dans le milieu de travail. Donc, un employé qui est en début de carrière aura possiblement des besoins qui sont différents qu'une personne qui est plus près là, de la retraite. Donc, il faut miser sur la flexibilité. On pense sincèrement là, que c'est un des aspects qui pourrait là, bonifier là, votre proposition de valeur aux employés. Sinon, on vous propose aussi une autre bonne pratique en termes de développement professionnel, de développement personnel et professionnel. Comme je l'ai mentionné tantôt, les employés vont se préoccupent davantage de leurs possibilités d'avancement au niveau de la carrière et tout ça. Donc, offrez cette possibilité-là aux employés de développer leurs compétences, soit par l'entremise d'un budget de formation, par l'entremise aussi de meilleures progressions professionnels au sein de l'organisation, donc soit de créer des postes qui nécessitent plus d'expertise, des postes plus seniors et tout ça. Cet élément-là est très important là, pour les employés. Sinon, une autre bonne pratique à adopter, ce serait d'être créatif dans notre offre de rémunération globale afin de se démarquer du marché, tout en assurant de rester cohérent entre la parole et nos actes. Évidemment, on veut créer une offre de rémunération globale qui va être alignée avec la culture organisationnelle, nos valeurs et tout ça, mais également, là, faut que ce soit cohérent aussi avec la capacité de l'organisation et la situation financière. Donc, ça ne sert à rien là, de mettre en place toutes sortes d'avantages complémentaires qu'on ne sera pas capable d'honorer au final. Donc, c'est très important là, de faire une recherche sur les besoins, puis une recherche aussi sur ce que l'organisation est capable d'offrir au final là, à ses employés. Sinon, une autre bonne pratique à adopter qu'on conseille là, la plupart du temps à nos clients, c'est de faire une comparaison avec notre marché de référence. Pour déterminer son marché de référence, je vous rappelle qu'il y a 3 critères à prendre en considération, notamment la région dans laquelle l'organisation se situe, notre secteur d'activité, puis soit le nombre d'employés ou notre budget d'exploitation. Donc, en ciblant notre marché de référence, on va être en mesure de vraiment faire la comparaison avec les organisations qui sont similaires à la nôtre. Ça ne sert à rien de faire une comparaison avec une organisation qui a des millions, des milliers de dollars en chiffre d'affaires si nous, on n'a pas le même chiffre d'affaires que cette organisation-là, ou de faire une comparaison avec une organisation qui est dans un milieu, là, un secteur d'activité complètement différent au nôtre. Donc, on veut comparer des pommes avec des pommes. Et j'ajouterais à ça que c'est important aussi de le communiquer à nos employés. Quand on fait cette comparaison-là, quand je parlais de transparence et de clarté là, en termes de rémunération au début du webinaire,
c'est important de leur mentionner sur quels critères on s'est basé pour se comparer au marché, parce que souvent, c'est une notion que les employés ne savent pas ou ne comprennent pas. Donc, le fait de bien l'expliquer, de bien le présenter, ça va les rassurer d'une certaine façon, puis ça va ça va les rassurer par rapport aux pratiques que vous mettez en place au sein de l'organisation. Et aussi, assurez-vous de mettre en place des avantages complémentaires qui respectent les lois en vigueur. On le sait, la loi sur les normes du travail apporte des modifications quand même assez fréquemment. Là, dans les dernières années, il y a eu quand même quelques évolutions là, par rapport à ça. Donc, c'est important de suivre ces modifications-là, puis de les ajouter, de les modifier là, par rapport à notre offre. Sinon, assurez-vous de bien communiquer vos avantages, autant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, on parle des employés qui bénéficient de ces avantages-là. Très important de bien les communiquer parce que moi, j'ai déjà vu là, des organisations que les employés ne savaient même pas qu'ils avaient droit à tel ou tel type d'avantage. Donc, c'est important là, de leur rappeler, soit par l'entremise d'un manuel de l'employé, par l'entremise d'un intranet interne et tout ça. Au niveau de l'externe, c'est surtout pour bonifier votre marque employeur. Le fait de bien communiquer les avantages vont permettre de clarifier votre offre par rapport aux personnes qui souhaitent appliquer là, dans votre organisation. Puis, évidemment, si vous offrez à vos employés des avantages qui sont créatifs, qui sortent de l'ordinaire, qui vous permettent là, de vous démarquer par rapport au marché. Tout ça va certainement là, vous rapporter beaucoup là, en termes de visibilité, mais aussi en termes d'attractivité au niveau des talents. Oui, Marie-Joëlle? Il y a un petit commentaire que je vais lire. Donc, on a quelqu'un qui dit « Mieux comprendre la fiscalité permet parfois d'offrir des bénéfices à coût similaire pour l'employeur, mais avec un gain net supérieur pour l'employé. » Tout à fait. C'est très bon commentaire pertinent. C'est vrai que le fait de mieux comprendre ces choses-là permettent là, aux organisations d'offrir des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé ou des éléments là, qui croyaient que ça coûtait trop cher pour l'organisation. Sinon, c'est sûr, il faut par la suite là, évaluer les retombées de toute cette communication-là, des actions aussi qu'on met en place pour s'assurer là, que le tout est aligné avec ce qu'on souhaite mettre en place. Et finalement, la dernière bonne pratique qu'on souhaitait là, vous présenter, c'est de ne pas sous-estimer l'importance de la culture organisationnelle au quotidien comme avantage complémentaire. On l'a vu tantôt là, dans les éléments tangibles versus intangibles de la rémunération globale, tout ce qui a trait avec le milieu de travail sain, le milieu de travail sécuritaire, la bienveillance, le fait que les employés ont la possibilité de s'épanouir et tout ça vont vous permettre de vous démarquer là, au niveau du marché, très certainement. Donc, c'était tout pour la présentation des faits saillants de notre sondage. Évidemment, là, on fait un webinaire d'1 heure pour vous présenter là, certains éléments clés de notre sondage. Notre sondage était beaucoup plus volumineux là, que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de questions, beaucoup plus de détails et tout ça. Donc, si vous avez rempli notre sondage qui a été envoyé là, à l'automne dernier, vous recevrez, là, comme vous avez répondu au sondage, vous recevrez une copie détaillée du rapport suite à l'analyse des résultats. Le rapport là, est en train là, est presque terminé, s'il n'est pas terminé à l'heure à laquelle on se parle aujourd'hui. Donc, il vous sera envoyé par courriel aux personnes là, qui ont répondu au sondage. Sinon, pour les personnes qui n'ont pas répondu à ce sondage-là, si vous êtes ici aujourd'hui, là, on va vous envoyer là,
la présentation PowerPoint en format PDF suite à la rencontre. Vous aurez accès aussi au webinaire là, si vous souhaitez nous réécouter en différé. Et si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ce qu'on s'est dit, si vous souhaitez avoir un niveau de détail qui est un petit peu plus là, précis là, que ce qu'on vous a présenté, le rapport sera disponible à l'achat également là, si vous voulez vous le procurer. Et lorsque les personnes achètent le rapport, c'est possible là, à ce moment-là de venir filtrer selon votre marché de référence et tout ça. Et évidemment, là, tout ce qui a trait avec l'analyse des conditions de travail et tout ça, c'est aussi là, un service là, que l'on offre là, à nos clients là, quand on fait des démarches de rémunération ou autres avec nos clients. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui ou par rapport à d'autres éléments là, de rémunération globale qu'on n'aurait peut-être pas apportés. Bon, là, j'ai une question ici. Combien coûte le rapport? Je ne pourrais pas vous donner le prix exact là, parce que le prix diffère généralement selon le marché de référence et tout ça. Là, donc, je ne pourrais pas vous donner un prix exact. Cela dit, si vous allez sur, quand le rapport sera disponible, là, vous pourrez aller sur le site de Via Conseil, puis toutes les informations reliées à ça là, seront indiquées sur notre site. Puis, je tiens à préciser aussi que si vous souhaitez là, devenir un participant à notre 6e édition du sondage, parce que chaque année, on va refaire là, ce sondage-là. Nous, on envoie une infolettre à l'ensemble de nos abonnés, puis quand on lance le sondage, bien, le tout est indiqué dans l'infolettre. Donc, si l'année prochaine, là, vous souhaitez participer à cette enquête-là, je vous encourage à vous abonner à notre infolette pour avoir l'information et pouvoir y participer pour que par la suite, vous ayez accès à ces résultats-là là, suite à vos réponses. Est-ce possible d'avoir le PowerPoint par courriel? Oui, tout à fait. On va juste le réviser un petit peu parce qu'au fur et à mesure de la présentation, là, j'ai peut-être 2 petits trucs là, que je vais vouloir modifier suite à la présentation, mais oui, sans problème de mémoire, là, le format PDF va vous être envoyé là, via l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire à ce webinaire-là. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux avantages complémentaires, par rapport au sondage, par rapport au webinaire d'aujourd'hui? Je vais arrêter le diaporama. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Mais ça nous fait plaisir. Toujours un plaisir pour nous d'animer puis de voir là, répondre à vos questions et tout ça. Et aussi, je précise que dans le PowerPoint, dans la présentation, à la toute fin, vous aurez accès à nos adresses courriels. Donc, si jamais il y a des questions qui sont un peu plus personnelles que vous ne souhaitiez pas là, mentionner, là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ah, on a une question ici. Quelle est la tendance quant au fait d'afficher les salaires liés au poste dans les offres d'emploi? C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de tendance par rapport. Je n'ai pas de données précises par rapport à ça. À moins que Catherine en ait de son côté. Moi, de ce que je peux peut-être conseiller, c'est sûr que quand on a des avantages complémentaires qui sont intéressants, quand on a un salaire quand on a un positionnement au marché qui est un petit peu plus élevé que la médiane, quand on se positionne bien, tout ça, je pense que ça peut être un plus là, pour l'organisation d'afficher ces données-là. Je sais que de plus en plus là, sur les plateformes de recrutement comme Indeed, ils demandent aussi
préciser là, la braquette salariale. Là. Je ne fais pas beaucoup de recrutement, là, mais dernièrement, là, il me semble que ça nous le demandait. Donc, je pense que ça vous met là, plus de visibilité quand vous indiquez le salaire et tout ça. Moi, j'aurais tendance à vous suggérer de le mettre, surtout que c'est un élément qui est super important. On ne veut pas perdre notre temps dans le processus de recrutement. On ne veut pas faire perdre le temps aux personnes qui postulent non plus. Donc, quand c'est clair, les personnes vont pouvoir postuler là, si l'échelle salariale les intéresse. Par contre, ça fait en sorte aussi que des fois, il y a des personnes qui auraient peut-être pas appliqué sur le poste en voyant la braquette salariale, mais s'ils ne la voient pas, ils vont appliquer sur le poste, ils vont avoir un coup de cœur envers l'organisation, puis ils vont décider de rester quand même. Donc, je pense qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, mais dans le contexte actuel, moi, j'aurais tendance peut-être à l'ajouter, là. Bon, je suis d'accord avec toi, puis de miser sur les avantages qui vous différencient des autres organisations également dans vos offres d'emploi, de pas hésiter à les mentionner pour vraiment mettre en lumière ces beaux avantages-là. Parfait. Sinon, on avait une autre question. Défi immense présentement dans la conjoncture actuelle, pénurie de main-d'œuvre, subvention à la mission plus faiblement indexée qu'IPC, qui limite la capacité à offrir plus, et gros changements dans les rapports au travail, les nouveaux employés qui ne font que passer. C'est sûr, ce sont vraiment de gros défis, puis vous n'êtes pas la seule là, à traverser ces défis-là. Je pense qu'il y a d'autres façons si au niveau des finances, c'est plus difficile. Il va falloir mettre l'accent sur les autres éléments. On parlait tantôt de bien-être au travail, de culture organisationnelle, tout ce qui est en lien avec les valeurs et tout ça, le sens que votre organisation va apporter aussi aux employés à venir travailler. Donc, c'est sûr que si, niveau financier, vous ne pouvez pas vous le permettre, bien, il y a ces aspects-là sur lesquels il faut focusser là, dans le fond là, pour attirer les personnes puis retenir les gens là, à l'emploi. Avez-vous d'autres questions? On reste encore, là. Fait que si vous voulez nous poser d'autres questions, on reste avec vous. Mais sinon, on comprend aussi que vous avez d'autres obligations, puis c'est tout à fait correct, là. Si vous n'avez pas le temps de nous poser la question, ou si vous êtes trop gêné de nous la poser, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir.